Dans la version qu'on connaît tous du film Indestructible sorti en 2004, on se souvient tous de cette super intro où on y découvre une version plus jeune de notre cher Monsieur Indestructible. Dans cette scène, on retiendra surtout ce moment où Bob arrive à arrêter des bandits poursuivis par la police tout en sauvant le chat d'une vieille dame. Suite à cela, Bob retourne dans sa voiture où il y découvre un certain Buddy, qu'il connaît bien car Buddy est un membre de son fan club. Dans la timeline principale, Buddy est éjecté par Monsieur Indestructible après l'avoir supplié de le laisser travailler avec lui. Sauf que Bob était loin de se douter de ce qu'il venait de déclencher. Car en effet, ce jeune Buddy rempli d'espoir et de rêves finira par devenir Syndrome, celui qui deviendra le responsable de la mort des super que Monsieur Indestructible connaissait. Sauf que dans notre toute nouvelle histoire, tout ne s'est pas déroulé de cette façon. Salut la commu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de m'essayer à un tout nouveau concept, les what if, donc et si en français. Un concept directement inspiré des comics Marvel qui consiste à modifier un événement majeur d'une histoire et de voir ce que ça aurait donné. Et oui, je préfère prendre en exemple les comics plutôt que la série animée du MCU qui est pour moi une vraie catastrophe qui n'a pas compris le concept de base. Mais bref, ici on va explorer ensemble un univers où au lieu d'expulser Buddy de son véhicule, Monsieur Indestructible a préféré le prendre sous son aile, annulant alors la naissance de Syndrome. Je tiens à dire que cette fanfiction est tirée de mon imagination, donc si vous remarquez des incohérences ou si vous êtes juste pas d'accord sur certains points, alors surtout n'hésitez pas à commenter, je suis totalement ouvert au débat. Et bien les amis, je pense que j'ai tout dit pour cette intro, alors on peut y aller, bonne vidéo à tous et c'est parti. Chapitre 1, une nouvelle branche. Bienvenue à tous sur Terre 2, une terre parallèle à celle qu'on connaît tous. Notre histoire commence comme l'original. On retrouve dans sa voiture un très élégant Bob Parr en direction de son propre mariage, lorsque soudainement son alerte de crime se mit à sonner. En effet, quelques rues à côté se déroule une course-poursuite entre la police et des brigands. En voyant ça, tout comme dans l'univers de base, Bob enfile son costume de Monsieur Indestructible et part en découdre avec ses criminels. Et tout comme dans le film original, il arrête les bandits tout en sauvant le chat d'une vieille dame. Une fois de retour dans son véhicule, Monsieur Indestructible est surpris par la présence d'un individu inattendu. C'est bel et bien le jeune Buddy, le plus grand fan de Monsieur Indestructible. Après quelques échanges, Buddy supplie Monsieur Indestructible de rester avec lui pour sa prochaine opération. Et c'est là, à ce moment précis, qu'une toute nouvelle branche se crée dans l'univers des Indestructibles. Car au lieu de rejeter Buddy sur un ton ferme comme il a l'habitude de le faire, ici Bob ne dit plus un mot et prend le temps d'observer Buddy et son enthousiasme indescriptible. Il finit par être touché et même admiratif de la détermination et de la sincérité de Buddy. Et après un grand soufflement et un sourire au coin, Monsieur Indestructible accepte que Buddy l'accompagne lors de sa prochaine mission. Je vous laisse un petit peu imaginer l'état de Buddy à ce moment-là. Et la mission en question est la même que dans le film. Un criminel a volé le sac d'une femme dans la rue, sauf que cette fois-ci, Bob n'est pas seul, il est accompagné d'un drôle d'acolyte. En les voyant tous les deux, le criminel se mit à rire en se moquant de Monsieur Indestructible, insinuant que ce dernier a besoin d'un gosse pour l'assister. Pris par l'adrénaline de sa première mission dans cet univers, c'est Buddy qui s'apprête à appréhender le bandit, sauf que comme dans le film original, Elastigirl intervient et met KO d'un seul coup le bandit. Elle sort de l'ombre avec un regard intrigué. Elle ne comprend pas du tout comment Bob a pu se laisser convaincre d'être accompagné par un gamin pour ses missions. Ici, il n'y a pas de tension érotique entre Hélène et Bob, au contraire, une dispute éclate entre nos deux super. Hélène est furieuse d'apercevoir son futur mari s'être laissé amadouer par un gamin. Elle trouve Bob irresponsable et lui demande de le ramener chez lui immédiatement. Bob la rassure en lui expliquant que c'était uniquement pour lui faire plaisir et pour lui montrer brièvement à quoi cela pouvait ressembler. Buddy tente d'intervenir afin de détendre l'atmosphère, mais Elastigirl le coupe en lui disant de se taire car ce sont deux adultes qui parlent. À travers ce conflit, Bob et Hélène ont un petit aperçu des futures disputes qu'ils pourraient avoir s'ils étaient amenés à avoir des enfants tous les deux. En y pensant, elle sourit, ce qui a pour effet de la calmer un petit peu. Elle s'approche de Buddy et lui explique sur un ton calme mais ferme que c'est un milieu bien trop dangereux pour un petit garçon. Elle lui demande alors de ne pas prendre trop au sérieux l'opportunité que Monsieur Indestructible vient de lui accorder. Buddy, déçu, promet à Elastigirl de rentrer chez lui le plus rapidement possible. Sur le point de partir, Elastigirl lance un dernier regard à Monsieur Indestructible en lui demandant de ne pas être en retard pour ce soir, faisant référence à leur mariage. Un peu plus tard, c'est au tour de Frozone de passer dans les parages, et comme Elastigirl, il a du mal à comprendre ce qu'il vient de voir. Mais étant en mission de son côté, il n'a pas le temps de s'expliquer avec Bob. Tout de suite après le passage de Frozone, Buddy et Bob sont témoins d'une tentative de suicide. Bob dit à Buddy de l'attendre sur le toit, sauf que trop tard. Buddy s'est déjà jeté dans le vide afin d'intercepter le pauvre homme, avec l'aide de ses propulseurs. Malgré beaucoup de maladresse, Buddy arrive quand même à sauver la vie de cet homme devant les yeux de tout Metroville. En voyant ça, Bob souffle un bon coup, rassuré mais à la fois furieux que Buddy ne l'ait pas écouté. Mais pas le temps de le rejoindre en bas car une explosion retentit provenant de l'immeuble où le pauvre homme s'est jeté. Bob ne perd pas une seconde et rejoint le bâtiment d'un seul saut. Une fois la fumée dissipée, il tombe nez à nez sur un de ses ennemis les plus récurrents, Folamour. Dans cet univers, Bob neutralise Folamour sans aucun problème,
car ici Buddy est trop occupé à répondre aux paparazzi après avoir sauvé la vie de l'homme qui s'est jeté de l'immeuble, notamment car la foule reconnaît sur son costume le logo de Monsieur Indestructible. Tout de suite, la presse fait le lien entre Bob et ce jeune garçon. Vous l'aurez compris, ici Buddy n'est pas responsable de la fuite de Font-l'Amour, ni de l'accident du train, car ces événements n'ont tout simplement pas eu lieu. Mais le plus important ici, c'est que Buddy ne deviendra jamais Syndrome, car il ne finira pas au commissariat à cause de ses bêtises. Ici, c'est Monsieur Indestructible qui déposera Buddy chez lui, car en ayant arrêté Font-l'Amour sans aucun problème, Bob avait encore un peu de temps devant lui avant le début de son mariage. Mais une fois devant chez Buddy, avant de le faire descendre de son véhicule, Bob décide de lui parler à cœur ouvert et d'être honnête avec lui. Il lui dit qu'il a passé un super moment avec lui, mais qu'Elastigirl a raison, c'est trop dangereux pour un enfant comme lui. En plus de ça, Buddy lui a prouvé qu'il n'était pas à l'écoute et ne prenait pas le danger au sérieux. C'est une évidence, Buddy n'est pas prêt du tout. Cependant, Bob a vu le fort potentiel de Buddy, notamment en ce qui concerne les inventions. Il lui propose alors de l'assister lors de ses missions, mais uniquement à distance pour le moment. C'est aussi un bon moyen pour que Buddy se concentre sur lui-même et sur ses études, au lieu de se faire de fausses idées à propos d'une potentielle carrière de super. Buddy est bien évidemment très déçu, mais Bob est clair, c'est soit ça, soit rien, donc il finit par accepter. Léger saut dans le temps, on se retrouve avec Monsieur Indestructible et son club privé. Pendant que Frozone et Gamma Jack se tordent de rire à propos du fait que Bob a accepté d'être assisté par un enfant, Gazerbeam lui prend la chose très au sérieux et cherche à faire comprendre à Bob que ce qu'il a fait est irresponsable et très dangereux. Bob le rassure en lui promettant de faire attention, mais il veut à tout prix lui faire comprendre que ce gamin a un gros potentiel, surtout sur l'aspect technologique, car Bob n'est pas bête, il sait très bien que c'est trop dangereux pour que Buddy l'accompagne sur le terrain. Ensuite, au lieu d'avoir une scène où les super enchaînent les scandales, ce qui nous amène à la loi anti-super, ici on voit une compilation des exploits de Monsieur Indestructible assisté par Buddy. Les scandales sont évités car grâce à certaines inventions de Buddy, les super font les meilleurs choix possibles, évitant les gros dégâts matériels et physique. En effet, en voyant l'efficacité des gadgets de Buddy, Monsieur Indestructible finit par parler des talents de Buddy autour de lui. Ce qui finira par atterrir aux oreilles de la NSA qui décideront sans plus attendre de surveiller ce jeune prodige. Chapitre 2, 15 ans plus tard. On se retrouve comme dans le film original 15 ans plus tard. Buddy a respecté sa part du marché et parallèlement à ses activités super-héroïques, Buddy a continué d'aller à l'école. Il est excellent dans tous les domaines, notamment ce qui concerne l'informatique. Mais il décide tout de même d'arrêter ses études après le lycée. Et d'ailleurs dans cet univers, je pense que Buddy n'a jamais rencontré Mirage. Car dans l'univers principal, c'est dans une ambiance de haine qu'il a fini par tomber sur elle. Sauf qu'ici, Buddy est heureux. Il se fait même appeler désormais Indestructiman. Car une fois atteint l'âge adulte, Buddy a pendant plusieurs années partagé les mêmes missions que Bob, mais sur le terrain cette fois-ci. Il est notamment équipé d'un très joli costume bleu et d'une très belle cape, mais aussi d'une paire d'Indestructible Boots qui lui permet de voler. Mais aussi plusieurs gadgets high-tech comme traceurs ou rayons laser qui sont directement implantés dans son costume. Et enfin, pour cacher l'identité secrète, il porte le traditionnel bandeau sur les yeux. Il est très apprécié par la population car en plus de sauver les gens et d'être assez jeune, il est comme eux. Il n'a pas de super pouvoir, ce qui permet à beaucoup de s'identifier à lui. Du côté de la famille Parr, Bob est toujours Monsieur Indestructible et il est épanoui comme jamais lui aussi. Cependant, Elastigirl a pris sa retraite afin de s'occuper pleinement de ses enfants. Car oui, ici aussi, Bob et Helen ont eu leurs 3 enfants, Violette, Flèche et Jack-Jack. Sauf que seule Violette est très différente dans cet univers. En effet, depuis tout petit, les enfants ont été habitués à la présence de Buddy. Et on peut dire qu'il a pris très au sérieux son rôle de demi-frère. Il n'hésitait pas à s'amuser avec eux, il leur faisait même tester ses nouvelles créations. Et ce comportement, cette présence vont grandement impacter le caractère de Violette et donc ses pouvoirs. Car si vous ne le savez pas, les pouvoirs de la famille Parr font référence à leur caractère. Bob, c'est le père, le rock de la famille, donc il est doté d'une super force. Helen, c'est la mère, elle doit être partout à la fois, elle est donc élastique. Flèche est agité et plein d'énergie, il est donc super rapide. Et Jack-Jack, bah il est juste shooté comme gamin, donc il a plein de pouvoirs. Et enfin Violette. Dans l'univers principal, elle est très discrète, même timide, donc elle peut se rendre invisible. Sauf que sur Terre 2, rien à voir. Dû à la présence quasi quotidienne de Buddy, Violette est tout l'inverse. Elle est pleine de vie, s'assume entièrement et a des tonnes d'amis au lycée. Et elle aime beaucoup montrer aux autres qu'elle existe. Donc pas d'invisibilité ici, mais Violette est capable de manipuler la lumière en la contrôlant à sa guise, lui permettant de briller au quotidien plutôt que de rester dans l'ombre. Par contre, dans cet univers, le crush de Violette, Tony Ridinger, ne s'intéressera jamais à elle, car il la trouve banale et trouve qu'elle ressemble à toutes les autres filles. Et dans cet univers, le père de Winston n'est pas mort assassiné par des cambrioleurs, car en effet, il a pu joindre Hatton Fironic pour qu'il puisse intervenir et lui sauver la vie. Car je vous le rappelle, la loi anti-super n'existe pas dans cet univers. Chapitre 3, la descente aux enfers d'un super.
Comme vous l'avez remarqué, tout se passe plutôt bien, même trop bien dans cet univers. Mais ne vous inquiétez pas, c'est volontaire. J'ai choisi d'inverser le ton principal du film dans cette nouvelle histoire. Dans le film original, au début, tout est gris et assez triste. Bob est nostalgique de sa vie de super, il déteste son travail, Violette se sent mal dans sa peau et ne se sent pas normal, Flèche est frustré de ne pas pouvoir utiliser pleinement ses pouvoirs, et Jack, lui, il fait encore pipi partout. Quant à Hélène, elle porte à bout de bras toute la famille. Sur Terre 1, tout commence plutôt mal pour bien finir. Eh bien, dans notre univers, c'est l'inverse. Tout est beau, mais pour combien de temps? Au fur et à mesure des années, Buddy a enchaîné les prouesses technologiques. Étant devenu adulte entre-temps, il peut désormais agir sur le terrain aux côtés de son mentor. Du moins, ça, c'est quand Bob n'était pas trop occupé avec ses enfants. Car une vraie relation de confiance s'est installée entre Bob et Buddy. Il est donc fréquent que Buddy agisse seul. Sauf que quelque chose se trame dans la tête de Buddy. Avant, il prenait plaisir à sauver les plus faibles, mais aujourd'hui, un sentiment de mépris s'est installé en lui. D'autant plus que les enfants de Bob ont grandi. Ils ont plus que jamais besoin de leur père à la maison. Buddy finit par s'isoler et prendre de moins en moins de nouvelles de la famille Parr, alors que pourtant, les enfants d'Hélène et Bob sont les premiers à le réclamer. Il voit aujourd'hui le rôle de super comme une corvée. Il trouve les humains lambda trop faibles et trop dépendants des super. Et un jour, après un énième sauvetage, c'est l'interview de trop pour Buddy, qui se lâche et dit tout ce qu'il pense des humains et de leur incapacité à se sauver tout seul, oubliant que lui-même n'est qu'un humain. La population est très déçue de leur super préféré. Car avec le départ à la retraite d'Elastigirl et le fait que Bob et Lucius interviennent de moins en moins, il ne reste plus beaucoup de héros intègres avec une bonne morale à Metroville. Et sans la loi anti-super, les super-héros malveillants ont pu continuer en toute impunité à faire du mal autour d'eux. Car à force d'enchaîner les sauvetages, les super sont devenus intouchables aux yeux de la loi. Par exemple, dans cet univers, Gamma Jack finit par être accusé d'agression par une dizaine de femmes qui ont toutes porté plainte contre lui. Sauf que Jack gagnera tous ses procès grâce à son statut et par peur qu'il devienne une menace pour l'humanité, ne sachant pas comment Gamma Jack pourrait réagir s'il était amené à être condamné. D'ailleurs, il n'adressera plus jamais la parole à Gazerbeam, qui a refusé d'être son avocat lors de ses procès. Car après avoir côtoyé Jack pendant des années, Simon connaît bien le caractère de Jack et décide alors de croire les victimes. Il est dégoûté par le comportement de son vieil ami. Psychwave est accusée d'incitation au suicide. Pour rappel, elle est à la base psychologue, mais elle a une façon très crue de parler à ses clients. Sauf qu'au bout d'un moment, certains clients ont eu l'impression d'avoir leur propre psy sur le dos, et c'était la goutte de trop pour beaucoup. Psychwave se défendra en disant que ces gens étaient trop faibles et qu'ils ne sont pas de grande perte. Elle prononcera ces mots devant les familles des défunts. Everseer, l'hypochondriaque, a été vu en train de fuir une agression sans intervenir. Il dira qu'il avait peur de se salir s'il intervenait. Hypershock a été aperçu totalement ivre en train de se battre dans un bar de Metroville. Il enverra 2 pauvres hommes dans le coma alors que ces derniers cherchaient à calmer la situation. Vous l'avez compris, les super peuvent faire ce qu'ils veulent car le monde a toujours besoin d'eux. Chapitre 4. La révolte des sans-pouvoirs. Depuis un moment maintenant, la population change totalement de point de vue concernant les super. En effet, ils aimeraient bien que ces derniers disparaissent. Donc, quelques manifestations commencent à voir le jour à Metroville. Le gouvernement est conscient du ras-le-bol qui est en train de naître chez les citoyens. Il décide alors de rentrer en contact avec Buddy afin de réfléchir à un moyen de passer à une nouvelle étape dans la sécurité des plus vulnérables. Étonnamment, Buddy est séduit par l'approche de la NSA. Sans trop tarder, il leur explique que les super et la police ne peuvent pas être partout à la fois. Et en vue des scandales récents, il est évident que le peuple en a marre de ces super hypocrites qui sauvent des vies uniquement pour se refaire une bonne image. Il faut savoir que, hormis Monsieur Indestructible, Frozone et Gazerbeam et Elastigirl, Buddy méprisait les autres super qui se sont toujours moqués de lui malgré les services qu'il leur rendait lorsqu'il était simplement le geek dans le fauteuil des super. Je vous le dis, peu importe l'univers, ces super sont des pourritures sans nom. Donc dû à cela et son envie de voir la population se débrouiller par elle-même, Indestructiman finit par présenter à la NSA le kit Chronos, un kit d'autodéfense composé de plusieurs gadgets qui sera distribué à l'ensemble de la population de Metroville, pour que les citoyens puissent être en capacité de se défendre des menaces. La police aura le droit elle aussi à une mise à jour au niveau des équipements. L'idée plaît et l'opération Chronos voit le jour. Afin d'éviter les débordements, une caméra est installée afin de surveiller son utilisation, et une alarme se déclenche à chaque utilisation, permettant à la police de savoir pour quel motif l'usager a utilisé l'un des gadgets du kit. Le temps passe et la population s'habitue à cette nouvelle technologie. Il y a bien évidemment des débordements, mais la police est plus efficace que jamais. Il est même courant d'apercevoir des gens se déplacer en volant pour aller au travail ou faire des courses ou tout simplement prendre l'air. Ça devient une évidence pour tout le monde, les super deviennent inutiles et ne sont plus les bienvenus en ville. La police est en capacité d'intervenir plus vite, cependant, Bucky et Indestructiman a créé un monde dépendant à la technologie, vivant dans la peur et dans une insécurité constante. Au final, on retiendra seulement que Indestructiman a réussi là où Syndrome a échoué. Il a rendu tout le monde super, sauf qu'au final, plus personne ne l'était. Voilà les amis, c'était ma fanfiction sur l'univers des Indestructibles, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu.
Comme dit en intro, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, c'est super utile. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé ça très intéressant de voir le buddy Indestructiman réussir là où le buddy Syndrome a échoué. Je suis conscient qu'il y a pas mal de facilités scénaristiques, rien que le what if de base est assez incohérent en vrai, puisque si on devait vraiment prendre la chose au premier degré, Monsieur Indestructible n'aurait dans tous les cas jamais accepté l'aide de Buddy. Mais voilà, je voulais quand même imaginer un univers un peu fou où il aurait accepté par je ne sais quel miracle. Donc j'espère quand même que ça ne vous aura pas dérangé et que la vidéo vous a quand même plu. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous demander de ne pas oublier la formule magique, like, abonnement, commentaire, partage, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.